Je m'appelle Nicole, mon mari, José, est parkinsonien. Nous sommes mariés depuis 47 ans, dont 20 ans sous l'emprise de Parkinson, avec ses expressions multiples de plus en plus dégradantes. Tout a commencé en effet au début de ce siècle, alors que nous étions encore dans la vie active, au début de notre cinquantaine. Lors d'un voyage à Grasse, en parcourant les ruelles escarpées des villages perchés, José a fait plusieurs chutes. Je n'ai jamais fait le lien entre Parkinson et ces chutes anonymes, préférant trouver un responsable dans ce pavé mal scellé dans le trottoir ou cette pierre glissante sur le chemin. C'était pourtant bien là les faits qui sont avérés être les premiers symptômes de la maladie. De retour au pays, une nouvelle chute a entraîné une fracture de l'épaule, qui s'est compliquée d'une nécrose aseptique de la tête humérale, ce qui a justifié l'implantation d'une prothèse totale de l'épaule. À quoi fallait-il attribuer ces chutes à répétition? La maladresse? Pour moi, à cette époque, un parkinsonien, c'était un vieillard qui tremble, qui s'exprime à voix fluette et qui marche à tout petit pas. José n'a jamais tremblé, mais d'autres signes sont apparus. Même s'il n'a jamais été un grand parleur, je remarquais bien dans un groupe, lors d'un repas, qu'il prenait de moins en moins la parole, car on ne le comprenait pas. À plusieurs reprises, lorsque je me levais de table, je titubais, alors que nous n'avons vu que de l'eau. Nicole en est venue à me soupçonner de boire en cachette. Enfin, un jour alors que nous dînions en tête-à-tête, je le regardais manger de manière très maladroite. Il tenait ses couverts comme un petit enfant. Alors là, j'ai réagi et je lui ai dit, José, tu as des comportements anormaux, je pense que tu devrais consulter un confrère, un neurologue. José est évidemment notre médecin de famille, donc je n'avais personne à qui me confier. Nos enfants étaient déjà majeurs à l'époque et avaient quitté la maison. Eux aussi avaient remarqué ces comportements bizarres et m'en avaient alerté. Cela prouve que les proches sont le plus à même pour déceler ces signes avant-coureurs. Étant médecin généraliste, j'avais moi-même soigné des patients parkinsoniens. J'avais étudié cette maladie et je la connaissais, ou du moins je le pensais. En réalité, je n'ai jamais fait le lien, ou je n'ai jamais voulu le faire, entre mon comportement, mes chutes et cette maladie neurodégénérative. Je sentais bien que quelque chose en moi était perturbé, mais je ne voulais pas me l'avouer. Il a fallu que Nicole me mette face à la réalité pour que je ne me prenne en main. Dès la première consultation, le neurologue a évoqué la maladie de Parkinson. Bien que le tableau clinique était à l'époque assez frustre, avec notamment une démarche perturbée, mais en tout cas non typique d'un Parkinson. Il a prescrit à José un test diagnostique à la Prolopa qui s'est révélé probant. À l'annonce de la maladie, on n'imagine pas ou on ne veut pas comprendre. On se dit, pourquoi cette maladie et pourquoi moi? La seule réponse que j'ai trouvée et qui me semble logique, elle est toute simple. Et pourquoi pas moi? Cette question, je me la pose comme à toute personne qui se découvre atteinte d'un cancer ou d'une maladie orpheline. Qu'importe, j'avais vécu dans le déni et j'ai cru que je pourrais poursuivre ma vie comme auparavant. Certes, j'étais un parkinsonien, mais un parkinsonien pour qui les choses ne se passaient pas trop mal et qui pouvait continuer à vivre comme si de rien n'était. C'était la lune de miel, cette période durant laquelle la thérapie reste efficace et encore dénuée d'effets secondaires notables, de ces périodes on-off, de ce freezing et de fascination. Mais après plusieurs années, nous étions alors en 2007, j'ai dû arrêter mon métier. J'ai dû arrêter de pratiquer la médecine. Je n'avais que 57 ans. Moi, j'étais enseignante. J'ai opté pour une mise en prépension afin d'accompagner José dans sa recherche, dans notre recherche d'un diagnostic bien établi et confirmé de sa maladie. Car sa marche atypique mettait en doute, notamment aux yeux des médecins conseils, ce diagnostic. Le PET scan cérébral révéla bien le déficit des locus niger, producteur de la dopamine, puis l'apparition de la festination et du freezing, et bien plus tard l'étude génétique
n'ont fait que confirmer le diagnostic, même si sa marche reste toujours atypique. La maladie m'a apporté un regard nouveau sur la vie. J'ai pris le temps d'apprécier des choses auxquelles je ne faisais même pas attention auparavant. Un lever de soleil, la beauté de notre jardin. J'ai pris le temps de vivre à mon rythme et je me suis recentré sur l'essentiel, ma famille et nos amis. J'ai ainsi eu l'occasion de concrétiser des rêves que je n'ai pu réaliser auparavant, faute de temps. J'ai participé activement à un club photo. J'ai suivi de multiples formations CEFOR. Devenu fin cuisinier, nous en avons profité pour réaménager notre cuisine superbe, équipée au train-écrit. Et j'ai connu la joie, la fierté de pouvoir inviter nombre d'amis à notre table, devenus réputés. J'ai suivi également de nombreux cours à l'UTAN et des cours, ainsi que des cours d'infographie aux Beaux-Arts, à l'Académie des Beaux-Arts de Namur. Bref, la vie continuait, malgré le diagnostic. La vie continuait, certes, mais la maladie, elle aussi, progressait. Il s'en fut fini de la lune de miel. Outre l'emploi systématique d'une canne de marche, j'ai dû avoir recours aux barres d'appui que nous avions eu l'intelligence de répartir dans toutes les pièces de notre appartement lorsque nous l'avons acquis. Au début de notre arrêt de travail, José pouvait encore se déplacer sans difficulté majeure. Nous avons donc profité de cette lune de miel tant qu'il en était encore temps pour voyager. Mais d'un voyage à l'autre, les déplacements devenaient de plus en plus difficiles. Ainsi, en 2013, Turin appartient à l'un de nos plus mauvais souvenirs. Nous nous souviendrons toujours de la première fois où Frisin et Festination l'ont bloqué dans ce hall d'hôtel à Turin, enraciné au sol, incapable de lever un pied ou l'autre. Il est resté planté là, ce qui nous a semblé une éternité. Sans compter le stress provoqué par l'aide que le personnel voulait apporter, sans succès. Parfois, les gens sont trop gentils. J'ai peut-être l'air d'être un grincheux en disant ceci, mais je n'ai vraiment pas envie d'être considéré comme un handicapé, comme un PMR, une personne à mobilité réduite. Il m'est difficile, par exemple, lorsque je suis bloqué dans un passage de porte, de voir ces gens qui se précipitent pour m'aider. Mon stress s'amplifie alors, ce qui n'est pas pour améliorer la situation. Le recours à une canne fut pour moi un cap difficile à passer. Comment peut-on rester insensible au regard des autres, aux paroles innocentes d'un enfant qui commente notre démarche, laquelle offre parfois l'image de l'ébriété? Il a fallu toute la psychologie de Nicole pour que je l'accepte. Puis, après la canne, j'ai eu besoin d'une aide plus importante, le rollator. Cet horrible engin dédié aux vieux des maisons de repos. Mon beau-père, bon pied bon oeil, alors âgé de 90 ans, n'en avait même pas besoin. Ce rollator que mes petites filles ont baptisé ma limousine. Ah, ces petites filles, nos petites filles. Grâce à nos princesses, elles étaient encore très jeunes à cette époque, José n'a jamais eu le sentiment d'être véritablement une personne à mobilité réduite. Il a passé beaucoup de temps à cuisiner avec elles, à jouer, à leur raconter des histoires. Aujourd'hui encore, nos deux belles ados lui amènent sa limousine avec le sourire et ne semblent jamais être agacés par ses maladresses. Voilà plus de 5 ans que nous avons dû faire une croix sur nos projets de vacances, de voyages ou autres excursions d'un jour. Voici 3 ans déjà que nous avons dû quitter notre grande maison et notre trop grand jardin, là où nos enfants avaient grandi. Mon moral en a pris un coup, mais la présence de mon épouse, sans cesse à mes côtés, m'a permis de garder une certaine sérénité. Après la marche, c'est mon écriture qui s'est dégradée. Il me faut aujourd'hui avoir recours au tabulateur de l'ordinateur ou du smartphone lorsque j'ai plus de 3 mots à aligner. Après la marche, et en même temps que mon écriture, c'est autour de mon expression verbale qui s'est dégradée, elle aussi. Même entre nous, je dois souvent lui faire répéter ce qu'il me dit, tant il s'exprime mal et du coup devient inaudible. Et je vois bien que cela l'agace.
il a commencé depuis peu des séances de logopédie pour essayer d'améliorer son expression orale. Merci Laurine. Et ton RIAD, la respiration, l'intonation, l'articulation et le débit. Il devient aussi de plus en plus maladroit dans ses gestes, qui sont plus nerveux et saccadés. C'est difficile pour moi de le laisser faire alors que j'aurais envie de tout faire à sa place pour que ça aille plus vite. Voilà 47 ans que nous sommes mariés. Ensemble, nous avons vécu des périodes heureuses. Ensemble, nous avons pu nous soutenir dans des périodes plus difficiles. Mais aujourd'hui, il nous faut bien le reconnaître, c'est Nicole qui mène la barque. J'en profite ici pour la remercier, pour remercier mon épouse, tant son rôle de présence, d'écoute, de soutien depuis de nombreuses années et pour quelques années encore, je l'espère. Je ne la remercierai jamais assez. Depuis peu, en accord avec son neurologue, José s'est porté candidat à l'implantation d'une pompe à duodopa en vue de simplifier son traitement, de réduire les doses de dopamine administrées, tout en lui maintenant un taux plus constant au niveau cérébral et aussi afin d'éviter le recours aux agonistes de la dopamine. Cette implantation a pu se réaliser dernièrement. À défaut de pouvoir guérir la maladie, ou du moins de ralentir le processus de destruction des neurones qui produisent la dopamine, les chercheurs s'emploient à mieux traiter les symptômes. La découverte de la dopamine ne date que des années 70, soit à peine d'une cinquantaine d'années. Depuis lors, cette lévodopa est devenue le traitement de base, le traitement de référence pour corriger le déficit dopaminergique cause de la maladie. Il est évident que sans la dopamine, je ne serais plus de ce monde. La génétique, elle aussi, m'a rassuré. Si mon Parkinson, avec sa démarche toujours aussi atypique, a bien été confirmé par les études de mes gènes, cette étude m'a appris aussi qu'à côté des formes héréditaires sévères, on trouve d'autres mutations à caractère récessif, dont la mutation PACKIN, encore appelée PAC2. Ces mutations, parmi les plus courantes, sont récessives. Environ 50% des formes familiales de la maladie Parkinson seraient dues à cette mutation. C'est cette variété de Parkinson que José présente. Bien que génétique, elle n'est pas héréditaire. Son tableau clinique correspond bien à une forme classique, mais celle-ci est plus précoce. Elle présente une bonne réponse à la dopathérapie, bien qu'elle soit susceptible de dyskinésie précoce, parfois même sévère. Et, cerise sur le gâteau, elle sera sans démence, du moins de démence parkinsonienne. Cette démence qui touche quand même 40% des parkinsoniens en fin d'évolution. Il reste 2 minutes. Oui. Quand nous feuilletons notre album de mariage, nous voyons que parmi tous les amis qui nous accompagnaient ce jour-là, 10 d'entre eux nous ont déjà quittés. Alors, objectivement, même si ma mobilité est de plus en plus limitée, même si mon état général se dégrade, même si on sait pertinemment que nous n'allons pas vers une amélioration, nous sommes toujours en vie et toujours en couple. Alors bientôt, après cet autre fléau qu'est la Covid, nous pourrons à nouveau rencontrer nos petites filles, nos amis. Nous recommencerons à aller au théâtre, au restaurant, au concert et à écouter les conférences. Et j'espère vraiment que José pourra reprendre ses marches nordiques et ses séances de gym sous la houlette de l'association Gym Sana. Et pour longtemps encore, j'espère rester pour mon mari une épouse aidante et aimante. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur De Seine et Madame Lepage, pour votre témoignage émouvant et honnête. Nous allons poursuivre avec la présentation du docteur Franco autour du sujet « La détection des signes précurseurs diagnostiques et des complications ». Tout d'abord, on a pu être que très... C'est assez émouvant d'entendre effectivement des personnes qui ont vécu la maladie et qui n'ont pas seulement lu dans les livres, de raconter leur histoire avec autant d'honnêteté et de justesse. Et je voudrais vraiment remercier
Nicole et José de nous avoir fait part de leur histoire de façon avec autant de confiance et en fait en toute amitié. Et je pense que ça peut vraiment servir pour montrer ce que c'est que la maladie de Parkinson et montrer surtout son histoire sournoise, masquée souvent, et finalement ce diagnostic qui est écarté, qui finalement revient à nous de façon brutale. Alors, c'est vrai qu'on est peu de choses lorsqu'on ne vit pas la maladie, lorsqu'on ne la vit pas directement, même si on la côtoie et qu'on essaie de comprendre. Ce n'est pas la seule maladie, il y a d'autres maladies aussi difficiles naturellement, et il vaut mieux être en bonne santé et vivre jeune, c'est bien connu. Et nous, bon, ce qu'on essaie de faire, c'est d'apporter notre petite graine à la réflexion, à la sensibilisation. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous exposer ce que nous avons fait ensemble. C'est une campagne qui nous permet effectivement qui nous permet de sensibiliser à la détection précoce de cette maladie sournoise, très progressive et finalement très invalidante. Je vais essayer de l'aborder de façon simplifiée, mais pas simpliste, parce que ce serait une insulte à ceux qui la vivent naturellement. Nous avons essayé d'aller à l'essentiel de façon à être utile et de façon aussi à sensibiliser le plus de monde possible pour devenir ce que nous avons appelé des sentinelles compétentes dans cette mouvance que l'on appelle EPLC, Parkinson Care Sentinel Network, c'est-à-dire la mise en évidence, la mise en place d'un réseau d'intervenants, de lanceurs d'alerte. Et donc, nous allons vous exposer ce que c'est que l'EPLC Parkinson Care Sentinel Network, c'est-à-dire la mise en place d'un organigramme de sentinelles de lanceurs d'alerte pour détecter cette maladie. Et peut-être vous rappeler que simplement, le mouvement, ce n'est pas seulement une histoire de muscles, mais c'est directement lié à la complexité de notre cerveau et à sa finesse de fonctionnement. Et lorsque le cortex envoie un message dans nos membres pour le réaliser, ce message passe du cortex à nos membres en passant par ce qu'on appelle des noyaux gris centraux qui vont le moduler, l'adapter, l'affiner et le rendre efficace. Et si ces noyaux gris centraux qui fonctionnent avec de la dopamine, neurotransmetteur qui manque chez le Parkinsonien, si ces noyaux gris centraux fonctionnent mal, eh bien ce mouvement, ce geste sera moins adapté, moins précis et moins efficace. Et nous avons ainsi progressivement, parce que ça peut durer 10 à 15 ans l'installation, je pense que José vous en a parlé récemment aussi, ça peut durer vraiment ça peut s'installer très progressivement. Nous avons non pas d'emblée le plus souvent des tremblements, ce qui est connu par le tout public, mais surtout une lenteur du mouvement, une akinésie, un défaut d'induction du premier mouvement, une rigidité et aussi un tremblement, et progressivement, si vous voyez à droite, des troubles posturaux où la personne se recroqueville devant elle. Ce n'est pas toujours le tableau typique, il y a des tremblants, il y a des personnes lentes, il y a des personnes rigides, mais le plus souvent, les personnes sont rigides et lentes, et le tremblement peut venir aussi ensuite. Il n'y a pas que les troubles moteurs, d'ailleurs. C'est ça qui fait la lourdeur de cette maladie, c'est que progressivement, nous avons affaire à des troubles du sommeil, et nous verrons qu'elles sont très nombreuses, des problèmes d'anxiété, des troubles de l'odorat, de la dépression. L'hormone de dopamine est une hormone de plaisir, la constipation, les douleurs que l'on sous-estime souvent, des hypotensions et aussi des problèmes de mémoire procédurale. Madame Bruch va vous en parler, la perte de la mémoire, de savoir comment on fait les choses sans y penser. L'automatisme moteur est perdu et il faut vraiment penser à toute chose lorsqu'on met un pas devant l'autre. Ces différents signes moteurs et non moteurs, qui sont assez lourds, évoluent tout au long de la vie de façon fluctuante, sournoise, épisodique, pour finalement limiter et aggraver la qualité de vie. Et ce qui est en plus assez particulier dans le maladie de Parkinson, c'est que finalement tous ces signes moteurs et non moteurs vont varier selon les circonstances. Donc vous voyez quelqu'un qui a l'air d'être bien équilibré, où la maladie est bien jugulée par le traitement et les approches qu'on lui donne, et puis une demi-heure après, tout peut effectivement basculer parce qu'effectivement il a été confronté à une émotion, à une situation instable, inhabituelle, qui le surprend. Donc la maladie de Parkinson, qui est sournoise, progressive, c'est une limitation à l'autonomie motrice, marche, équilibre, les gestes fins surtout. Un trouble du langage, donc limitant la communication,
isolant socialement, dans la famille, culturellement, des troubles de la déglutition. Et là, tout de même, c'est assez important parce que la déglutition donne la déshydratation, la dénutrition, mais aussi l'inhalation avec des infections pulmonaires répétées, la fatigue, l'apathie, des troubles du sommeil, des fausses dépressions ou des vraies dépressions parce qu'effectivement, la situation d'autonomie est de plus en plus limitée, des douleurs musculo-tendineuses articulaires que l'on sous-estime souvent et qui sapent vraiment et la qualité de vie et le moral de la personne qui en est atteinte. Et ces Parkinsoniennes ne sont pas rares, puisque l'on compte plus ou moins entre 30 et 50 000 personnes atteintes directement de la maladie de Parkinson, et encore elles sont sous-évaluées. Cela veut dire que comme ces personnes ont généralement entre 50 et 55 ans, mais qu'on en découvre, qu'on en diagnostique de plus en plus à moins de 40 ans tout de même, hein, ces personnes sont des piliers de famille et emmènent avec elles l'entourage. Donc, c'est au moins 150 000 personnes qui sont impliquées dans la maladie de Parkinson, directement ou indirectement en Belgique. Donc, ce n'est pas rien. Et dans le monde, c'est 4 à 6 millions estimés, mais on estime que dans les 25 prochaines années, en 2040, elles seront 12 à 17 millions. Ne fût-ce que parce que, effectivement, les facteurs toxiques, qui sont les facteurs déclenchants, dont en particulier les pesticides, qui sont les facteurs déclenchants de la maladie, sont de plus en plus nombreux dans d'autres pays que le nôtre, mais aussi dans le nôtre aussi. Nous pourrons en discuter et réfléchir. Alors, notre campagne, qui est largement multidisciplinaire, mais aussi interdisciplinaire, comme nous l'avons dit, et cible la détection précoce des signes précurseurs de la maladie, des signes de diagnostic lorsque la maladie est installée, et des complications aussi. On va les passer en revue rapidement. Les précurseurs, donc ceux qui s'installent avant même que la maladie ne montre vraiment son visage, avant qu'il ne puisse être diagnostiqué. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il faut attendre au moins 10 à 15 ans pour que le taux de dopamine descende de 100% à sa valeur initiale à 20% pour que cette maladie se manifeste cliniquement. Donc nous avons 10 à 15 ans où les signes précurseurs peuvent attirer notre attention et nous faire réagir. Ces signes précurseurs sont d'une part les troubles de l'odorat et d'autre part des agitations nocturnes, parce qu'effectivement, durant le sommeil paradoxal dit de rêve, la maladie de Parkinson désinhibe la personne. Ce qui veut dire que lorsque nous rêvons, nous sommes paralysés, nous ne vivons pas notre rêve. Chez le Parkinsonien et la Parkinsonienne, eh bien, il y a une agitation, et effectivement, il y a une agitation motrice qui peut nous révéler la maladie. Et si en plus vous y ajoutez ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos, c'est-à-dire ces personnes qui, en se couchant, ont une impression d'impatience, de frétillement, et elles doivent se lever pour marcher et pour se soulager de ce sentiment, eh bien, effectivement, pour ces 3 signes, vous avez assez d'arguments pour dire que là, il se passe quelque chose, en disant que toutes les personnes qui ont un syndrome des jambes sans repos ne vont pas développer le maladie de Parkinson, mais la plupart des Parkinsoniens évoquent dans leur histoire le syndrome des jambes sans repos. Vous avez donc le trouble de l'odorat, les agitations nocturnes, syndrome des jambes sans repos, surtout si la personne est en contact avec des pesticides. Là, vous êtes en droit de demander un DAT-scan, une scintigraphie cérébrale, qui est en fait une évaluation relative du métabolisme dopaminergique présynaptique cérébral et qui vous montre sur votre gauche une image normale avec des noyaux gris centraux rouges, blancs, bien métaboliques, et sur la droite, une scintigraphie d'une personne qui a le Parkinson, où c'est beaucoup moins métabolisé. Donc, ces symptômes précurseurs peuvent être détectés et peuvent être confirmés dans le diagnostic par le DAT-scan. On en arrive à la maladie de Parkinson, on l'a vu, on ne va pas en nous aussi étaler, mais on pourrait, parce que c'est une maladie particulièrement difficile et nuancée à décrire. Mouvement lent, rigidité, tremblement, posture. Et pour effectivement évaluer l'évolution de ces signes, eh bien, nous avons le discours avec la personne, le patient, l'entourage familial, en remplissant des carnets journaliers, puisque tout peut changer d'une heure à l'autre, en remplissant parfois aussi d'autres schémas qui cotent les symptômes et qui nous font décrire une espèce d'anneau de rosace qui va pouvoir être comparé d'une fois à l'autre et qui va nous montrer visuellement l'évolution de la personne. Et puis nous passons aux complications. Bon, c'est vrai que les complications, c'est quelque chose de particulièrement désarçonnant parce que parfois nous avons l'impression que la personne est en bonne santé, bien jugulée,
par le traitement et les approches qu'on lui propose, et puis brutalement, tout se complique. C'est assez désarçonnant. Mais comme tout peut être détecté à l'avance, pouvons peut-être les prendre en charge plus rapidement et veiller à les rendre au moins en grande partie irréversibles. C'est très intéressant. C'est le but aussi de cette campagne. Nous allons les passer en revue rapidement, parce que je n'ai que 15 minutes naturellement. Alors, il y a les chutes, il y a la déglutition, il y a le sommeil et la confusion. Et à chaque fois qu'une situation est déstabilisée, il faudra se poser la question, est-ce que ce sont des accidents évitables? Est-ce que c'est l'évolution normale de cette maladie-là, de ce type de maladie? Et vous l'avez vu avec José, il n'y a pas une maladie de Parkinson, mais plusieurs maladies de Parkinson, chacun a la sienne. Est-ce que c'est une évolution vers d'autres maladies? Ou est-ce que c'est simplement dû à une mauvaise adhérence médicamenteuse? Le médicament est bien prescrit, mais il est mal pris ou oublié et devient ennemi plutôt qu'ami. Les chutes sont parfois fréquentes. Avant cela, c'est un blocage brutal, inopiné, inattendu. Et les kinés, les psychomotriciens, les ergothérapeutes s'en occupent naturellement à merveille. L'association Parkinson a mis en place toute une série d'exercices ludiques associant bonheur et activités de couple, comme vous le voyez, et parfois activités sportives, de façon à affiner et à réharmoniser ce mouvement. Il y a d'autre part la déglutition qui nous fait avaler de travers et qui fait qu'on s'infecte. Un Parkinsonien ne meurt pas de Parkinson, il peut mourir de chute malencontreuse et d'une inhalation avec infection pulmonaire qui sont particulièrement difficiles à gérer. La toux est un signe primordial. La toux montre qu'il y a une réaction du corps à une obstruction, mais lorsqu'elle disparaît, c'est que la maladie est plus aggravée. Et donc, c'est un signe de complication de la situation. Ça vient de dire à propos. Donc, les chutes, la déglutition, les troubles du sommeil. Et le sommeil, comme vous le savez, n'est pas une période où on perd connaissance, c'est une période où on continue à vivre. Et la bonne qualité du sommeil est liée à la bonne qualité du jour et vice-versa. Donc, le rythme veille-sommeil sont étroitement liés. Et lorsque le sommeil n'est pas bien respecté, eh bien, effectivement, la qualité de vie de jour est elle aussi altérée et vice-versa. Le sommeil peut servir aussi à la récupération métabolique. Il sert aussi à la récupération de la mémoire, à l'apprentissage, à l'identité, au bien-être général. Tout cela a un sens et est important et fait qu'on doit s'en soucier parce que dans la vie de Parkinson, il y a énormément de troubles du sommeil. Soit ils sont dus effectivement aux médicaments qui n'agissent plus la nuit et qui bloquent, soit ils sont dus à des problèmes d'insomnie, mais vraiment très fréquents, de différentes sortes, à des ronflements intermittents avec des apnées, avec des problèmes urinaires, un syndrome des jambes sans repos, à l'endormissement, des mouvements périodiques à type de crampes la nuit, des crampes le matin en se réveillant. Tout cela fait qu'effectivement, c'est assez perturbant et peut déstabiliser une maladie de Parkinson que l'on croyait être bien stabilisée. Et nous arrivons à détecter cela avec des questionnaires qui sont courts, mais qui effectivement nous font entrer dans le vif du sujet rapidement. Le ronflement est particulièrement désarmant, non pas seulement pour le parkinsonien, mais sur un plan général. Ces ronflements intermittents qui s'associent à des arrêts respiratoires en inspiration sont véritablement des facteurs de risque cérébro-cardiovasculaires et métaboliques au sens large qu'il nous faut détecter et qu'il nous faut prendre en charge. Et puis il y a la somnolence due aux médicaments, la somnolence due à des troubles du sommeil, la somnolence tout court, qui peut être traitée, aussi détectée et traitée par la luminothérapie. On a vu les chutes, la déglutition, le sommeil et la confusion. La confusion, ça peut être simplement une simple dépression, mais tout de même, dans certains syndromes parkinsoniens, vous avez le Parkinson est la porte d'entrée vers autre chose. Dans 20 à 30% des cas, nous avons ce qu'on appelle des syndromes parkinsoniens plus. Et pour faire très bref, je voulais vous montrer cette photo où d'un côté, vous avez Michael J. Fox, qui est un acteur et metteur en scène américain qui continue à produire des films. Il a joué dans les films. Il a vraiment une maladie de Parkinson pure. Il a d'ailleurs un traitement qui agit bien. Il a même une neurostimulation cérébrale comme traitement.
et il est encore bien équilibré. Et à côté, vous avez Cassius Clay, Mohamed Ali, qui est un boxeur qui a développé un syndrome parkinsonien post-traumatique, où les médicaments ne sont plus efficaces et qui s'associe à un problème de démence. Entre les deux, il y a toute une série d'autres maladies qu'il faut détecter et prendre en charge spécifiquement. Il reste 2 minutes. Chute, déglutition, sommeil, confusion et l'adhérence médicamenteuse. C'est un vrai problème. L'OMS décrit l'adhérence, la non-adhérence comme un problème de santé prioritaire qui atteint jusqu'à 1 250 millions d'euros en Europe. Ce serait une belle économie si nous acceptions le traitement, si nous le persistions dans la prise et si nous la prenions, si ce traitement nous le prenions de façon régulière comme il est prescrit. Et ce n'est pas toujours le cas. Il nous faut arriver non pas à l'observance avec le patient, non pas à l'automédication, si c'est son contraire, mais une alliance thérapeutique où effectivement le discours est clair, consensuel et donc efficace. Et à l'EPLC, nous avons développé un aide-mémoire pour que finalement cette compliance se fasse, cette observance soit perdure, vérifier la facilité de prise, en convenir avec le patient, s'adapter à la personne, il y a ces problèmes, tenir compte des risques d'oubli avec les semainiers, revoir les stratégies, revoir l'adhésion et revérifier tout cela. Là, nous avons pour cela, entre autres, les semainiers classiques, les semainiers informatisés, de plus en plus performants, et nous aborderons dans la suite le problème de l'intelligence artificielle que nous devons utiliser sans la subir, que nous devons gérer, parce qu'elle peut effectivement nous ouvrir à d'autres solutions, d'autres résultats, d'autres vérités que nous ne soupçonnions pas grâce au big data et à ce traitement informatisé et mathématique, et qui va nous permettre aussi d'augmenter notre temps d'écoute. Pour que finalement, grâce à elle, nous arrivions à une médecine, non pas seulement pour les médecins, mais pour tout le monde, même pour les patients eux-mêmes, aux 4 P, qui doit être une médecine prédictive, préventive, personnalisée et participative, parce que le patient n'est pas seulement l'objet, mais il est le sujet actif de sa propre prise en charge et de son avenir. Alors ici, vous avez déjà le tableau que nous allons publier avec les signes précurseurs diagnostiques et complications. N'oubliez pas la concomitance peut-être avec l'utilisation des pesticides, on pourra en discuter, pour que cette campagne soit vraiment efficace. C'est une association entre le PLC et l'association Parkinson, comme vous le voyez, avec tout de même une conclusion qui doit toujours rester dans nos têtes, c'est qu'une personne malade de Parkinson ne se définit pas par sa seule maladie, mais parce qu'elle est et qu'elle veut devenir, et c'est qu'elle devient déjà maintenant. Et tout cela, nous y arriverons non seulement grâce à la recherche, mais aussi à la culture et aux arts qu'il ne faut pas négliger pour conserver notre humanisme. Merci. Merci, docteur Franco. Et nous allons poursuivre avec la présentation de Madame Bruch, neuropsychologue, autour du sujet quand la désorganisation mentale s'installe. Voilà, bonjour à toutes et tous, j'espère qu'on m'entend bien et qu'on me voit bien. Voilà, alors quand on parle de la maladie de Parkinson, on pense avant tout donc aux symptômes moteurs dont on a parlé, mais il peut également survenir des troubles d'une autre nature et c'est ce que je vais vous exposer. Alors, je suis neuropsychologue, donc en ce sens, je suis une psychologue qui m'intéresse à la cognition. La cognition étant l'ensemble de nos facultés mentales qui nous permettent de fonctionner de manière adéquate au quotidien. Cette cognition reprend notamment la mémoire, le langage, l'attention ou d'autres fonctions que je vais aborder. Alors, l'intitulé de ma présentation, elle mentionne le terme donc de désorganisation mentale parce que c'est le cœur même du dysfonctionnement cognitif qui peut survenir dans la maladie de Parkinson. Alors en fait, quand on parle de désorganisation mentale, on fait en fait référence à ce qu'on appelle les fonctions exécutives, également appelées fonctions frontales, puisqu'elles se situent au niveau du cerveau juste derrière notre front. Et ce sont toutes ces fonctions qui nous permettent de fonctionner dans notre quotidien
en dehors de nos routines, en dehors de nos automatismes, et donc qui nous permettent de nous adapter à des situations nouvelles. Alors, toutes ces fonctions, elles reprennent notamment la planification, donc cette capacité à pouvoir réfléchir et, je vais dire, fonctionner étape par étape pour parvenir à un but précis. Il y a également la flexibilité mentale, ça c'est notamment la capacité à pouvoir générer des idées, pouvoir adopter différents points de vue. Et l'inhibition qui nous permet entre autres de pouvoir contrôler, gérer nos comportements de sorte à pouvoir réagir aux diverses situations de vie de manière réfléchie, non impulsive. Alors, toutes ces fonctions, quand tout va bien, elles fonctionnent en synergie, un peu comme un chef d'orchestre qui dirigerait nos comportements, nos fonctionnements pour répondre de manière harmonieuse aux diverses situations de vie que nous rencontrons. Par contre, lorsque ce chef d'orchestre-là s'emballe ou dysfonctionne, on parle alors de syndrome dysexécutif. Donc, ces fonctions exécutives dysfonctionnent et peuvent alors donner lieu à des difficultés d'organisation dans le quotidien. Et ça, j'insiste, c'est vraiment le cœur même du dysfonctionnement cognitif dans la maladie de Parkinson. Donc, il peut survenir dans la maladie de Parkinson puisque ce n'est pas systématique. Alors ici, je vous dresse une liste évidemment non exhaustive des difficultés au quotidien que la personne peut rencontrer. Il peut y avoir une certaine impulsivité, ça peut devenir difficile de générer des idées. La personne peut également s'enfermer dans une certaine rigidité mentale qui peut alors donner lieu à des difficultés relationnelles. Point également important à aborder en consultation, c'est la gestion des médicaments, puisque le syndrome dysexécutif peut rendre notamment difficile la complétion d'un pilulier, par exemple. Donc, pour toutes ces difficultés, ça va être primordial de privilégier autant que possible les routines, les automatismes et d'éviter d'être confronté à des situations nouvelles ou incongrues. Alors, au-delà des difficultés de nature exécutive, on peut également rencontrer des difficultés attentionnelles. Ça peut, par exemple, devenir plus difficile de rester concentré longtemps. La personne peut plus rapidement venir décrocher. Ça, c'est ce qu'on appelle donc l'attention soutenue. La personne peut également devenir plus rapidement distraite et être, je vais dire, happée et déconcentrée par les différentes interférences de son environnement, qu'il s'agisse d'un bruit, d'une personne qui passe et qui vient alors la déconcentrer. Il peut également devenir plus difficile de réaliser deux choses simultanément, comme par exemple cuisiner tout en maintenant une conversation avec son conjoint. Alors ici, à nouveau, je vous dresse quelques exemples de difficultés attentionnelles qui peuvent survenir dans le quotidien. Et ici, je vais insister sur cette sensibilité à l'interférence de l'environnement. J'ai parlé d'un bruit d'une personne qui passe et qui vient alors déconcentrer la personne, mais il peut également s'agir de choses un peu plus insidieuses dont on n'a pas nécessairement conscience, mais qui sont pour autant tout aussi importantes à identifier pour pouvoir autant que possible les éliminer. Je pense notamment à la télévision ou la radio qui fonctionnent dans la même pièce alors que l'on doit se concentrer. Ça, ce sont des petites choses qu'on peut facilement identifier et puis éliminer pour permettre une meilleure concentration aussi. Ça peut devenir également plus difficile de suivre une conversation avec plusieurs personnes qui parlent parfois en même temps, qui parlent parfois de sujets différents. Pour toutes ces difficultés donc attentionnelles, ça va être très important de prioriser les choses à faire, de faire une chose à la fois, étape par étape, et d'être dans un environnement le plus calme possible. Enfin, ici, je souhaite aborder les difficultés de mémoire qui peuvent également survenir dans la maladie, mais qui sont à distinguer des difficultés de mémoire que l'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer. Alors, il me paraît important ici d'expliciter les trois principales étapes de mémorisation.
D'abord, on a la première étape d'encodage où on vient vraiment imprimer en mémoire l'information. On vient ensuite la stocker pour être sûr qu'elle soit dans le bon tiroir. Et puis, lorsque l'on en a besoin ou au moment opportun, on vient alors récupérer l'information qui a été encodée. Alors, ce qu'on voit dans la maladie de Parkinson, en fait, c'est un trouble au niveau de cette troisième étape de récupération de l'information. Ça veut dire que l'information, elle est disponible en mémoire, elle est correctement encodée, mais la personne présente des difficultés pour générer des stratégies pour venir d'elle-même récupérer l'information qui est disponible. Et donc, ce défaut-là, c'est directement lié au dysfonctionnement exécutif dont j'ai parlé ici un peu plus tôt. Ce qui veut dire que c'est souvent très bénéfique d'aider la personne, d'indicer la personne à venir récupérer l'information pour qu'elle puisse, in fine, récupérer d'elle-même l'information. Alors que ce qu'on observe dans la maladie d'Alzheimer, là, c'est un défaut au niveau de la toute première étape d'encodage de l'information, ce qui veut dire que cette nouvelle information ne s'imprime tout simplement pas, ce qui veut dire qu'elle n'est pas disponible. Et là, toute tentative d'indicer la personne ou de questionner la personne est totalement contre-productive, évidemment. Alors ici, à nouveau, quelques exemples non exhaustifs de difficultés de mémoire qui peuvent survenir au quotidien. Ça peut être difficile de se souvenir des conversations, des rendez-vous, des oublis, des choses à dire, à faire. Mais il faut vraiment avoir en tête que ces difficultés de mémoire-là, elles peuvent également être avant tout liées à des difficultés attentionnelles dont j'ai parlé ici juste avant, puisque à partir du moment où la personne ne peut pas se concentrer de manière optimale, elle ne va pas non plus pouvoir venir récupérer et mémoriser l'information. Alors, pour toutes ces difficultés de mémoire, ça va être très, très important de mettre en place ce qu'on appelle des aides-mémoires, c'est-à-dire des prises de notes, alors des prises de notes intelligentes, c'est-à-dire pas sur des petits post-it ou des petits papiers qu'on aura tendance à perdre un peu partout, mais plutôt dans un seul et même support structuré de type agenda. Ça peut également être une farde avec différents intercalaires où on va venir noter les choses importantes. Et donc ça, j'en ai parlé, de pouvoir fournir à la personne des petits indices pour qu'elle puisse d'elle-même, in fine, pouvoir récupérer l'information. Et ça, je pense que c'est vraiment primordial pour l'estime de soi. Oui, on a des difficultés de mémoire, mais on peut se rendre compte qu'avec quelques petites aides, on peut finalement récupérer de soi-même l'information qu'on cherchait. Il reste 2 minutes. Alors ici, petit résumé, ça tombe bien, je suis à la fin. Petit résumé de ce dont on a parlé. Donc, on a parlé de ce syndrome dysexécutif, des troubles attentionnels qui peuvent venir alors impacter la mémoire. On a parlé de tous ces outils, je vais dire, de compensation. On a parlé que c'était très important de vraiment privilégier les routines, les habitudes. On peut également, en consultation ou encore mieux à domicile, pouvoir faire différentes fiches d'organisation de manière vraiment individualisée selon les besoins de la personne. Pour pallier aux troubles attentionnels, ou en tout cas aménager l'environnement pour les réduire, ce sera très important de faire une chose à la fois et d'être dans un environnement le plus calme, le plus neutre possible. Et enfin, donc pour la mémoire, l'importance capitale des aides-mémoires et donc de pouvoir aider un peu la personne pour qu'elle puisse récupérer l'information. Mais je pense que les aides-mémoires, c'est vraiment ce qui est capital aussi. Et donc, tout ce dont on a parlé ici, avec ces différents conseils, c'est vraiment primordial pour venir vraiment soutenir, voire optimiser l'autonomie de la personne à domicile. Et donc aussi pouvoir soutenir son estime de soi et évidemment son bien-être de manière générale, tout autant d'ailleurs que le bien-être de son ou de ses aidants proches, évidemment. Bien voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci de m'avoir écoutée. Merci, Madame Bruch. Nous allons poursuivre avec la présentation de Madame Daphné Tirifaï, directrice de l'association Parkinson, et qui va nous présenter l'association Parkinson, l'association de service aux patients et à leurs aidants proches.
Voilà, excusez-moi. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de nous permettre de venir présenter notre association Parkinson aujourd'hui. Mais donc, comme le thème de ce webinaire est centré sur la multidisciplinarité et sur les synergies, je voulais tout d'abord souligner le rôle de notre association dans le système des soins de santé et dans le domaine du social. Donc, tout d'abord, l'association Parkinson, c'est avant tout une association de patients et de proches. C'est donc une voie collective, un observatoire où l'on concentre une certaine expertise et toute une série d'observations qui nous reviennent des patients. Cette voie collective, elle peut bien évidemment influer sur certaines orientations et décisions dans le système de politique de santé. On voit d'ailleurs que beaucoup d'associations font maintenant partie prenante d'organes d'avis. On est aussi de plus en plus sollicité lors d'études ou de recherches. Et notamment à ce sujet, notre association participe à une action du Centre fédéral d'expertise qu'on appelle le KCE, qui sert d'appui à beaucoup de décisions politiques en sécurité sociale et en santé publique. Eh bien, le KCE s'interroge actuellement sur les critères qui permettent donc d'inclure ou non les associations de patients et les patients dans leurs études à venir. Nous avons aussi beaucoup d'actions, je dirais, qui sont ciblées sur la population belge, population plutôt francophone, actions ciblées auprès du grand public pour faire connaître la maladie, mais aussi pour faire des campagnes de sensibilisation et notamment, comme ça a été cité tout à l'heure, sur la détection précoce de la maladie. Une association de patients comme la nôtre, c'est aussi un maillon qui est important. C'est un acteur parmi de nombreux acteurs de la santé et du social, puisque nous sommes complémentaires au travail de toute une série d'institutions, d'organisations et de professionnels. Nous fournissons donc aux patients toute l'information spécifique pour qu'ils puissent être aidés adéquatement tout au long de sa maladie. Il n'est pas rare non plus que nous intervenions auprès de certains professionnels pour les aiguiller et les faire bénéficier de notre expertise. Nous avons donc également une sorte de rôle pivot, car nous orientons les patients vers certaines structures, certaines organisations en fonction des besoins. Ça peut être pour solutionner un problème administratif. Par rapport à la perte d'autonomie, on va l'aiguiller vers un centre de coordination ou tout autre organisme en fonction des besoins. Au niveau individuel, notre association, eh bien, sa principale mission, c'est l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, elle est vraiment centrale chez nous afin que le patient puisse acquérir des connaissances fiables sur sa maladie, sur ses traitements et qu'il y ait aussi une bonne observance du traitement, c'est très important. Donc, le but final est que sa santé et son bien-être, sa qualité de vie soient améliorées. Nous impliquons aussi le plus possible les proches, donc la famille et les proches. Ce processus d'apprentissage et de soutien social, eh bien, il va contribuer notamment à faire du patient un patient partenaire. Je ne sais pas si on me voit. Moi, je vous vois un petit, oui. Oui, ça va, parce que je ne me voyais plus. Sorry. Donc, contribue donc à faire un patient donc, partenaire, c'est un terme très important, partenaire de ses soins, un partenaire qui, avec l'aide des professionnels, va rechercher des solutions à ses problèmes. Il va donc co-construire avec eux ses choix, ses priorités, ses aspirations par rapport à sa prise en charge individuelle. Donc, le concept du patient partenaire, c'est dans lequel le patient a un rôle évidemment important à jouer. Il est de plus en plus présent dans les politiques de santé. Certains de ces patients vont même devenir ce qu'on appelle des patients experts, experts de leur vécu, experts de leur maladie. Ils vont pouvoir faire bénéficier les autres patients de leur expérience, mais aussi, et dans certains cas, on commence à voir que les patients contribuent aussi à la formation des soignants. Et donc, notre association aura, je pense, de plus en plus à l'avenir
un rôle important à jouer aussi à ce sujet. Alors, concrètement, pour bien comprendre comment nous fonctionnons, notre ASBL a une grande expertise puisqu'elle existe depuis près de 25 ans, depuis 1997. Nous avons plus ou moins 1500 membres et sympathisants, mais nous sommes aussi accessibles à tout un chacun sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale, région wallonne et aussi la communauté germanophone. Donc, je l'expliquerai plus tard, les membres ont certains services particuliers par rapport aux non-membres, mais tout ce qui est information, soutien, envoi de documentation, eh bien, nous fournissons ce service bien évidemment gratuitement à toute la population et à toute personne désireuse. Notre siège social est à Namur, c'est là où est concentrée toutes nos activités, ou la plupart de nos activités. Nous avons également 13 antennes locales, et j'y reviendrai plus tard. L'ASBL est aussi dirigée par un conseil d'administration. Il y a 2,5 équivalents temps plein d'employés, mais évidemment, pour mener à bien toutes les missions que l'on va voir d'ici quelques secondes, nous avons d'autres collaborations avec des infographistes, informaticiens, etc. Nous avons aussi la grande chance de pouvoir compter sur une quinzaine de bénévoles. Alors, ces bénévoles, ils sont surtout actifs dans nos antennes locales. Les travaux de l'association sont encadrés par un comité scientifique. Je vous ai mis donc la liste des médecins qui sont neurologues ou neurochirurgiens. Vous voyez qu'ils sont répartis à peu près partout au niveau, donc sur Bruxelles, mais aussi en région wallonne. Ils font partie des plus grands hôpitaux. Ils sont tous spécialisés dans la maladie de Parkinson. Avant d'aborder les activités, eh bien, je sais qu'on en a parlé longuement tout à l'heure, je voulais revenir et dire quelques mots sur la maladie pour qu'on comprenne bien l'étendue et le but de nos diverses activités. Donc, vous l'avez vu, la maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative et évolutive, et vous l'aurez compris, avec beaucoup de handicap au quotidien pour les patients. C'est une maladie, comme on l'a dit aussi, avec beaucoup de symptômes, moteurs pour les plus connus. Tout le monde s'imagine que le patient parkinsonien a des tremblements, mais il y a effectivement beaucoup de troubles non moteurs. On les a vus aussi, les troubles cognitifs, urinaires, dermatologiques, enfin toute une série de troubles qui sont d'ailleurs méconnus. C'est pour ça que je parlais d'une maladie méconnue du grand public, mais on se rend compte aussi que les professionnels de la santé ne sont pas toujours très bien armés et ne connaissent pas l'ensemble des symptômes. C'est aussi une maladie qui est associée au tabou. C'est une maladie considérée comme un peu honteuse par beaucoup de patients. C'est la peur d'être jugé. Et ce tabou mène à un isolement social que nous combattons, je dirais, au travers de certaines de nos activités. Il reste 2 minutes. Oui. Donc, dans les grandes lignes, les principaux objectifs de l'association, c'est l'éducation thérapeutique, comme vous le voyez dans le tableau, le support, le soutien, l'orientation des patients et l'information. Alors, comment y arrivons-nous? Eh bien, tout d'abord, nous avons une permanence téléphonique qui est ouverte du lundi au vendredi, où nous répondrons à tout un chacun sur les questions relatives à la maladie, l'orientation aussi vers certaines structures où les patients sont un peu perdus. Donc, nous sommes donc un relais, une sorte de plaque tournante pour diriger au mieux et pour aider au mieux les personnes. Nous publions également un trimestriel que nous distribuons aussi gratuitement dans les hôpitaux. Donc, le trimestriel, c'est accessible aux membres. On sait que les patients parkinsoniens ne savent pas venir à nos activités. Et donc, des fois, pour eux, le magazine est, je dirais, le seul point d'information, outre la permanence téléphonique, mais le seul point d'information. On essaie que ce magazine soit équilibré avec un article médical, paramédical, mais aussi des témoignages de patients, des actualités sur une législation qui a changé, nos programmes en antenne. Nous publions des brochures, donc certaines peuvent être envoyées par papier,
D'autres sont également disponibles sur notre site internet que voici. C'est aussi un moyen de communication par rapport à tout un chacun, par rapport à nos membres. C'est toutes les actualités. S'il y a des colloques qui sont postés aussi, hein, on poste des affiches des colloques. C'est un relais vers l'extérieur et nous mettons également nos programmes d'activité en antenne. Nous avons une bibliothèque et nous avons beaucoup de documentation spécialisée. Nous éditons une collection de DVD, donc je vais aller vite, donc je ne vais pas tous les citer, mais donc ça reprend tous les pans de la maladie. Ces DVD sont envoyés à la demande à nos membres. Nous faisons aussi des événements pour le grand public. C'est le cas bientôt de la journée mondiale qui est donc le 11 avril. L'édition 2021, mais comme vous le savez ou comme vous vous en doutez, n'aura pas lieu, probablement pas avant septembre ou octobre en raison de la pandémie du Covid. Mais donc, elle aura lieu à la Cité Miroir en partenariat avec la ville de Liège sur le thème des innovations thérapeutiques et du bien-être des personnes atteintes par la maladie de Parkinson et leurs proches. Il y aura une petite partie festive aussi après les colloques. Nous faisons aussi d'autres colloques plus petits qui se font au départ des antennes régulièrement et nous menons donc aussi à travers les antennes des campagnes de sensibilisation. Sensibilisation aussi par la presse, ça fait partie de nos activités et notamment aux alentours de la journée mondiale. C'est très important donc de se faire connaître, de faire connaître la maladie au grand public. Et nous publions aussi certaines présentations de la SBL dans des guides ou des folders pour récolter des dons et des legs, puisque nous vivons essentiellement de ce type de financement et des cotisations. Alors, nous sommes aussi très impliqués dans le soutien à la recherche scientifique. Je vous ai mis une ancienne étude, donc nous sommes le relais pour certaines études, notamment celle que vous voyez de l'Institut des neurosciences de l'UCL. Nous faisons aussi partie d'un projet actuellement Interreg, le Parkinson.com, sur la communication et le développement d'un outil donc, digital. Mais ça, je laisserai une des prochaines intervenantes en parler. Donc, ça fait aussi partie de nos activités. Nous sommes également très souvent sollicités lors des travaux de fin d'études des étudiants, que ce soit en psychologie, infirmier ou dans les filières paramédicales. Un gros point d'attention aussi, c'est que nous offrons, nous essayons d'aider les personnes directement, mais de manière aussi indirecte par la formation des professionnels de la santé, puisque c'est une maladie, comme je l'ai dit, méconnue, et on organise donc une formation permanente de 6 matinées chaque année en lien avec le SPF Santé publique. Et là, effectivement, on va approfondir les différents pans de la maladie. Je ne vais pas m'étendre, mais donc c'est une formation assez pointue et donc ça va contribuer à la qualité de la prise en charge des patients, que ce soit dans les hôpitaux, dans les maisons de repos, dans les maisons médicales, dans les soins à domicile, etc. Nous ne travaillons pas seuls, nous avons des partenariats. Donc, au niveau du Parkinson en tant que tel, eh bien, nous faisons partie avec la VLAMS Parkinson Liga de la coupole belge Parkinson. Nous sommes membres de la coupole européenne Parkinson et le PDA. Nous menons aussi, nous avons aussi beaucoup de partenariats dont on fait le relais dans notre magazine pour les activités physiques. L'activité physique est extrêmement importante pour nos patients. Et ce, dès l'annonce du diagnostic, donc ça fait partie du traitement, donc différents cours de gym spécialisés, de danse et d'autres collaborations, puisque nous faisons partie du Belgian Brain Council, nous collaborons avec le PLC, mais aussi d'autres associations comme la SBL et dans le proche, etc. Donc, je ne vais pas non plus toutes les citer. Je vais terminer par une grande spécificité de notre association. Ce sont nos antennes locales. Comme vous le voyez sur la carte, il y en a un petit peu partout. Donc, il y a une quinzaine de groupes, fait partie dans 13 antennes locales. Alors, qu'est-ce qu'une antenne locale? Eh bien, c'est une antenne qui est d'abord coordonnée par un bénévole qui a été formé, qui est sensibilisé à la maladie de Parkinson. Et c'est avant tout un groupe d'entraide.
un groupe d'entraide où les personnes qui ont effectivement le même problème peuvent se rencontrer, échanger, vider leur sac, comme on dit, et aussi s'échanger entre eux des conseils, des trucs et astuces. Ça, c'est vraiment le but premier de l'antenne. C'est donc bien rompre l'isolement social. Évidemment, tout le monde ne sait pas y aller, tout le monde ne souhaite pas y aller, puisque c'est aussi une maladie honteuse. Donc, on a seulement une partie des patients qui y participent. Les patients ont aussi des problèmes de déplacement, donc ce n'est pas toujours évident pour eux de se rendre en antenne, mais je pense que ça aide beaucoup de patients et de proches également. Alors, dans ces antennes, on organise des réunions mensuelles. Alors, ça peut être des colloques avec des orateurs mais très variés. On va avoir des colloques avec des neurologues sur la maladie de Parkinson, mais toute une série aussi de prestataires comme les kinés, les logos, des ergothérapeutes qui viennent un petit peu expliquer donc, les différents pans de la maladie et les solutions, bien entendu. Ça peut aussi être des mutuelles pour expliquer la législation sociale, les plateformes de soins palliatifs. Nous organisons aussi des tables rondes pour un partage d'expériences. Ça permet vraiment aux gens voilà, d'échanger avec d'autres et essayer que je dirais leur peine et leur douleur soient un petit peu moins lourdes. Nous organisons des activités récréatives, des repas, des excursions pour lesquelles d'ailleurs l'association intervient financièrement, mais ça peut être toute une série d'autres activités comme des ateliers de peinture, de jeux de société, un tournoi de pétanque. Donc voilà, ça permet aux personnes de ne pas toujours penser aussi à la maladie, de souffler un petit peu, et c'est aussi très important pour la cohésion du groupe. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des principales, parce qu'on fait quand même beaucoup de choses sur une année, des principales activités de notre association. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Nous voici déjà arrivés à notre première pause et les 2 sessions viennent de se terminer et j'espère que vous avez de nombreuses questions à poser à nos orateurs. Je cède donc la parole à Madame Fabienne Lies, infirmière, directrice Force, formation continue et recherche à l'INALUX, Haute École de Namur, Liège, Luxembourg, pour cet échange de questions-réponses. Merci Christine. Du coup, vous avez, je pense, vu aussi quelques questions dans le chat que j'ai répertorié. Mais si vous le voulez bien, moi, je propose refaire, enfin, je vais pas, vous avez tous envie d'une tasse de café, à mon avis. Donc, je vais juste peut-être relater 2-3 mots que j'ai épinglés pour chaque orateur en y mettant en évidence peut-être les questions. J'ai toujours devant moi le chat, donc n'hésitez pas, si vous pensez à quelque chose, à les poser maintenant. C'est jamais trop tard. Je ne sais malheureusement pas vous donner la parole, mais par contre, on sait lire et mes collègues Bruno et Virginie sont là aussi. Si jamais j'en rate une, enfin, tout le monde est là de toute façon. Voilà, alors j'ai bien, donc la première intervention de Gianni Franco mettait vraiment en évidence la prévention, l'interréseau et l'interdisciplinarité, l'importance évidemment de travailler ensemble et de mieux communiquer. La recherche scientifique a été nommée plusieurs fois, dont la dernière fois également, est évidemment très importante pour tous les intervenants en interdisciplinarité, surtout pour avoir des effets, je dirais, à long terme sur nos actions en termes de formation pour le patient et pour les soignants. Dans la deuxième intervention du docteur Dersan et Madame Lamboret, la vision globale du traitement et le partage, la collaboration entre le médecin généraliste et le pharmacien est évidemment capital pour assurer une adhésion thérapeutique. J'ai bien noté donc dans l'agilité des médecins généralistes et de tous les soignants pour continuer à exercer dans la crise Covid, avec notamment, Madame Dersan parlait de WhatsApp, des mails, de digitalisation, etc. Et c'est vrai que vous avez, je pense, à vous entendre, été tous très efficaces, efficients, on a tous beaucoup bossé, mais quand même,
Je crois que l'humain reste vraiment au cœur de nos préoccupations et que c'est l'humain et la rencontre qui favorise l'accompagnement des patients et cette fameuse adhésion thérapeutique. D'autant que les pharmaciens vont effectivement beaucoup chez le pharmacien. Qu'est-ce que je dis? Les patients vont beaucoup chez le pharmacien également pour avoir des conseils en absence évidemment du médecin généraliste. Il y a eu après une intervention de Florence Gutt sur la multidisciplinarité par l'infirmière de liaison au domicile, où elle a parlé de pratiques avancées. Il y a eu une question dans le chat, mais je ne sais pas si tout le monde a vu la question et a vu la réponse. Donc, quelqu'un demandait si c'était le même canevas que l'infirmière canadienne, c'est-à-dire des études universitaires. Donc, le métier d'infirmière de pratique avancée, c'est une nouvelle formation qui n'est pas encore vraiment d'application chez nous, sauf dans, je pense, à l'Université de Liège. Il y a des prescriptions de traitement qui sont déjà instaurées par un médecin et Florence répondait, je ne sais pas si Florence est là, je ne crois pas. Je crois qu'elle est partie parce qu'elle devait accompagner des étudiants. Elle a répondu dans le chat que l'infirmière de pratique avancée sera obtenue via un cursus universitaire. Certains traitements pourraient être prescrits par une infirmière de pratique avancée, mais le SPF n'a pas encore décidé des différents champs professionnels. Florence, tu es là? Ah oui, voilà, ça y est, oui, je suis là. Ah ben voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à ce sujet-là. Je viens de revenir là maintenant, c'est un peu la connexion, oups. Voilà. Voilà. Ça y est, j'y suis. Si tu sais me rappeler gentiment. Alors, il y avait une question sur l'infirmière de pratique avancée avec son champ d'application, j'imagine, son champ d'action, je ne sais pas. Oui, mais il y a plusieurs champs professionnels. Hein. C'est au stade, comme je l'ai expliqué, il y avait l'anamnèse, il y a le partenariat patient, il y a plein de champs d'action, mais là, la santé publique ne s'est pas encore décidée par rapport à ça. D'accord. On attend alors. Oui, il faut attendre. Et elle sera... Disons que la pratique avancée... Vas-y. Je pense que son Wi-Fi est un petit peu bugué. On n'y est pas encore, mais c'est en cours. Plus d'informations, mais on y travaille en tout cas. D'accord. J'ai ma connexion qui est un peu instable. Pas de souci. Merci Florence. Après Florence, il y a eu l'intervention de M. Cirelli, le directeur de maison de repos, que j'ai trouvé vraiment particulièrement intéressante. Il a parlé des valeurs qui l'animaient et qui, je pense, se répercutent au quotidien dans toutes les actions de toute la maison de repos, comme les valeurs d'écoute, de respect et de bien-être. Je pense que c'était une présentation très, très humaniste et garant d'efficacité, évidemment. On a parlé des troubles du sommeil, des troubles de la mobilité, des différents troubles que les patients peuvent vivre. Et j'ai quand même retenu à prendre soin de tous les aspects des troubles du care et du relationnel, que les infirmières, les soignantes, les différents paramédicaux en grande interdisciplinarité. Je ne vais pas reprendre évidemment tout ce dont il a parlé, mais j'ai retenu vraiment l'inter ou la transdisciplinarité, vous m'excuserez, mais je ne fais pas toujours la différence, et surtout avec beaucoup d'humanité pour un patient singulier. Et ça, c'est quand même très important, et voilà, je pense que c'est quelque chose qui est la singularité du prendre soin dans le développement aussi non médicamenteux comme le snoozolone, la balnéo, la musicothérapie. Vous avez parlé aussi de l'exemple avec le piano qui était quand même très éloquent. Est-ce qu'il y avait alors il y avait une question à ce propos, mais je pense que Gianni y a répondu plus tard. Si la maladie de Parkinson était une maladie des personnes âgées ou des plus jeunes,
mais Jenny a répondu dans son exposé que c'était à partir de 55 ans, mais en dessous, si j'ai bien retenu les chiffres, c'était en dessous de 40 ans, il pouvait y avoir quand même une dizaine de pourcents. Je ne sais pas si M. Sicheli ou Jenny voudraient répondre à cette question d'âge de façon plus précise. Et en fait, excuse-moi Leonardo, je m'immisce rapidement. C'est vrai que c'est une maladie de la personne âgée, bien qu'on soit jeune tout de même très longtemps, comme vous le savez. Mais nous diagnostiquons ce type de maladie chez des personnes de moins en moins âgées, avant 40 ans, même parfois avant 30 ans. Et d'ailleurs, il y a un mouvement que nous allons aussi mettre en place au niveau de l'association Parkinson, de jeunes Parkinsoniens qui, eux, en particulier, ont d'autres attentes et d'autres besoins, notamment la réinsertion dans le milieu et culturel et sportif, mais de façon qui leur est propre aussi. Donc c'est vrai qu'on est en train de voir non seulement une augmentation des personnes atteintes de la maladie, mais aussi un shift vers un âge moins avancé de ces personnes qui sont peut-être plus facilement détectées et qui sont aussi plus nombreuses. Souvenons-nous que 4 à 6 millions, nous attendons à avoir 17 millions en 2040. Je peux peut-être parler simplement de l'âge, bon, parce que quand même, je suis dans le milieu depuis 40 ans, et la moyenne d'âge est passée de 77 ans au début de ma carrière professionnelle jusqu'à actuellement en maison de repos. Maintenant, la moyenne d'âge est de 84 ans. Donc, autrement dit, ça veut dire que le risque de diagnostic des maladies du grand âge, on va dire, ben, on va en avoir plus, évidemment. Donc, par la force des choses, puisque les gens vivent plus vieux. C'est une des remarques qu'on fait. J'ai juste voulu simplement rajouter, parce que j'en ai pas vraiment eu le temps, j'aurais voulu parler de la fin de vie du Parkinsonien et ce qui me pour l'instant, me permet d'avoir une certaine réflexion, parce que je suis en même temps formateur en soins palliatifs et je suis membre de l'association de la plateforme de soins palliatifs du Brabant Wallon depuis plus de 20 ans. Ce qui m'inquiète pour le moment, c'est cette évolution de les demandes d'euthanasie pour des maladies qui ne sont pas des maladies incurables, mais où il y a une réflexion profonde à avoir. Et entre autres, le Parkinsonien qui arrive dans une certaine difficulté, j'ai déjà eu quelques remarques de ces personnes, la maladie étant tellement invalidante qu'à un moment, ils veulent en finir. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il faut pouvoir être à l'écoute de ça aussi. C'est un sujet qu'on doit développer avec Jenny d'ailleurs, parce qu'on en a déjà parlé. Il faudra qu'on développe vraiment très, très sérieusement cet aspect des choses. Parce que, bon, pour l'instant, les demandes d'euthanasie ne concernent que pour les maladies incurables et en même temps inapaisables. C'est surtout ça la définition en général. Mais est-ce qu'une maladie Parkinson est inapaisable? Inapaisable physiquement et psychologiquement. Donc, il faut peut-être commencer maintenant petit à petit à réfléchir un petit peu à tout, que parfois la vieillesse, mais quand je parle de la vieillesse, je parle du 4e âge, voire bientôt du 5e âge, puisqu'on a des gens de 100 ans qui sont là et qui en fait tout simplement en ont marre de vivre et qui finalement, il ne doit pas y avoir un motif vraiment médical à la chose, quoi. Mais c'est une autre réflexion, mais ça rentre aussi dans le cadre de l'accompagnement des Parkinsoniens. Mais c'est vrai que finalement, avec cette crise du Covid, il y a une question qui nous revient et qu'on ne soupçonnait pas, qu'on voulait élaguer, c'est la question de la mort, du décès, qui fait en fait partie de la vie aussi, et nous devons apprendre non pas seulement à l'attendre, mais en tout cas à en faire sienne et pouvoir effectivement le discuter différemment. Et là où je voulais aussi compléter ton discours, Leonardo, c'est qu'en ce qui concerne le mouvement actuel, finalement, les maisons de repos et de soins ne doivent plus être vécues comme un centre de fin de vie, mais effectivement un centre de transition. Vous avez aussi, je pense, des séjours à court séjour. Et puis de plus en plus aussi, il y a des centres qui sont associés à certaines maisons de repos, qui sont des centres de revalidation adaptés, où finalement le temps est pris en charge différemment. Je pense que là, il y a un mouvement de société qui se fait, dont le PLC n'est pas le seul acteur, naturellement, loin de là, mais effectivement, c'est un chemin qui rassemble beaucoup de personnes dans le même sens, celui de la remise en question, de la non-pérennité, la non-fixité des institutions, et de pouvoir toujours s'ouvrir, comme tu le disais, Leonardo, aux attentes et aux véritables besoins de terrain du patient et de l'entourage
plutôt que de seulement ne mettre en avant que les structures dans leur aspect économique, qui naturellement est beaucoup, maintenant devient de plus en plus désuet, puisque nous voudrions naturellement que même l'économie attrape une âme. Oui. Merci à tous les deux. Je vais poursuivre alors par le témoignage du docteur Desailly et de son épouse, Madame Lepage. Vous avez évidemment cartonné parce que vous avez été vrai, vous avez parlé de votre expérience. C'était intéressant, c'était émouvant en même temps. Et voilà, tout le monde vous a remercié dans le chat. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou pas. Moi, je vous remercie vraiment parce que c'était vraiment un très, très beau message à faire passer aux soignants. Et j'aimais particulièrement Monsieur Desailly qui dit, mais en fait, les gens sont trop gentils avec nous, avec moi. Et donc, au niveau de l'estime de soi, c'est vraiment pas gai. C'est comme si on prenait pour un handicapé. Et ça, je crois que c'est vraiment un message à faire passer. Peut-être pas aux personnes qui sont justement ici parce que ce sont tous des experts, je pense, mais voilà. Donc, un grand merci. Après, je regarde en même temps s'il n'y a plus d'autres questions, non? Après, Dr Franco, tu as encore une intervention. Quelqu'un a demandé la définition de l'asthénie. Dans l'histoire que racontait José Desailly et oui, vas-y. Dans l'histoire qu'il racontait, José Desailly et son épouse, on est tout de même surpris par cet enrichissement aussi qu'apporte le fait d'être confronté à une maladie, qui nous fait voir les choses autrement, et parfois, rarement, lorsqu'on ne se fait pas dépasser par la maladie, et naturellement, il est toujours mieux de ne pas être malade, de vivre jeune très longtemps, naturellement, mais lorsqu'on est confronté, parfois on rencontre des personnes qui voient un certain émerveillement dans cette situation-là, et les ressources. Et c'est vrai qu'il faut pour cela avoir ce que José Desailly et Nicole ont, beaucoup de persévérance, de courage et de remise en question et d'adaptation pour y survivre et en faire justement quelque chose qui est de riche. De riche et de retour à l'essentiel, vous avez nommé aussi. Mais naturellement, ça reste pénible, c'est clair. On a demandé ce qu'était l'asthénie. J'ai juste dit que c'était une faiblesse générale, mais tu veux peut-être compléter. Et on a posé la question de l'exposition aux pesticides. Ça, j'imagine que ça va être un grand débat, mais si tu veux peut-être dire 2-3 mots, est-ce que ça pourrait être aussi la cause des jambes sans repos? Et une deuxième question pour ton intervention était où se procurer le questionnaire sur la détection du Parkinson par rapport au sommeil. Tu les as présentés dans ta... D'abord, je suis vraiment désolé parce qu'on n'avait que 15 minutes et on essaie de brosser. Oui, oui, mais tu ne dois pas récupérer une demi-heure ici. Hein, mais... Non. Mais il est évident que dans un exposé, je dirais normal, qui dure 1h30, on attend d'aborder globalement ce genre de situation-là, comme on l'a déjà abordé avec l'association Parkinson dans différentes antennes d'ailleurs aussi, entre autres. En fait, de façon pratique, le mot asthénie veut dire simplement fatigue. D'ailleurs, je n'ai pas dit le mot asthénie dans mon exposé parce que je savais que c'était un mot qui n'est pas toujours bien saisi, ce qui est logique. Et effectivement, la maladie de Parkinson peut donner une certaine fatigue, ne fût-ce que par les troubles du sommeil dont elle est à l'origine et finalement qui détériore indirectement la qualité de vie de jour. Ça, c'est une chose. Pour les pesticides, ça, c'est vraiment une question intéressante. Parce qu'en fait, pour développer n'importe quelle maladie, vous avez besoin d'une sensibilité personnelle qui vous est transmise par les parents, la famille au sens large, votre génération antérieure. Et d'autre part, cette sensibilité, elle doit être mise à l'épreuve par un facteur déclenchant. Donc, si vos parents ont une maladie et qu'on vous dit que c'est héréditaire, si vous ne rencontrez pas le facteur déclenchant, vous ne la ferez pas, cette maladie. D'où l'importance des facteurs déclenchants. Et dans la maladie de Parkinson, il n'y a pas vraiment de facteur déclenchant mis en évidence, sauf les pesticides. Tant et si bien, et je laisserai ça à votre réflexion, parce que ça a déjà fait partie, et ça devrait faire partie d'une idée de manifestation particulière à l'association Parkinson, entre autres. En France, un agriculteur qui a utilisé des pesticides et qui développe une maladie de Parkinson
est considéré comme ayant une maladie professionnelle et tout ce que ça implique comme avantage. En Belgique, c'est loin d'être le cas. On doit se battre. Dans les autres pays aussi. Donc, les pesticides sont effectivement un facteur déclenchant particulier. Et pour la troisième question, pour faire bref, on pourra encore en discuter naturellement, on peut effectivement distribuer, et je pense notre directrice Daphné Terrifari pourra nous confirmer, on pourra, en tout cas si ce n'est pas maintenant, très rapidement, télécharger le questionnaire de détection des signes des troubles du sommeil, parce que c'est vrai que dans une conversation, dans une anamnèse, dans une consultation ou dans une communication, on élude souvent et les problèmes de sommeil, parce qu'on les néglige, les problèmes de libido, les problèmes de dépression. Et avec des questionnaires bien précis, on peut vite aller au fin fond du sujet et ça peut être très efficace. Donc, ce questionnaire qui est le PDS, ce qui est un questionnaire facile, pourra être téléchargé sur le site de l'association Parkinson, je pense, sans problème. Ce qui me fait penser à peut-être même que tu peux l'envoyer dans la conversation en fin de journée, ce qui me fait penser à une question qui était tout à fait au début, si on peut avoir éventuellement les présentations ou l'enregistrement, et j'ai dit qu'on mettrait sur le site de l'EPLC, que tu transmettrais la petite vidéo qu'on va faire récapitulative avec où on enlève les blancs et les tiens, est-ce que je sais me connecter et tout ça, quoi. Et donc, ce qui est prévu avec Formanam, que nous pouvons remercier tout de même, qui est un centre tout de même de logistique visuelle dont nous bénéficions, hein, parce que l'ENALUX en est un membre fondateur. Mais effectivement, il faut Formanam, nous sommes convenus avec Aline Sazo que nous allions pouvoir distribuer le lien vers les vidéos que nous sommes en train d'enregistrer à tout qui voudrait y être intéressé ou il voudrait les revoir en tout cas. Il reste 2 minutes. Oula. Alors, je ne crois pas que j'ai encore d'autres questions. Se rend compte, oui, comment on teste exactement, mais ça, on en reparlera peut-être une autre fois. Et il y avait des indices d'aide aux difficultés de mémoire, comment se rend-on compte de son problème. C'est parfois difficile, notamment pour Madame Bruch. Je me disais peut-être que si les personnes ne se rendent pas compte vraiment de leur diminution, de leur confusion, est-ce que vous arrivez vraiment à les accompagner, je dirais, puisque je ne veux pas dire qu'ils refusent la maladie, mais s'ils n'en sont pas conscients, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais quand cette anosognosie, donc l'absence de conscience des troubles, est là, c'est clair que pour l'accompagnement à domicile, ça reste très très limité, puisque c'est souvent une demande qui vient de l'aidant proche dans ces cas-là, et donc je pense qu'en expliquant et en amenant les choses de sorte à ce que la personne comprenne, mais ne se sente pas non plus jugée, on peut quand même mettre des petites choses en place, mais bien évidemment, c'est beaucoup plus limité que quand la demande vient de la personne elle-même, tout à fait. Merci. Et donc, j'ai bien retenu difficultés relationnelles, désorganisation, difficultés exécutives et attentionnelles. Et du coup, nous en arrivons, et je crois que vous en êtes chacun arrivé pas dans vos conclusions, mais à cette fameuse adhérence thérapeutique qui est quand même, qui conditionne quand même l'avenir de la maladie également. Je remercie aussi Madame Terrifari pour la présentation de son association. Vous êtes vraiment très, très active. C'est assez impressionnant tout ce que vous faites dans votre association que je connaissais de nom et d'avoir 2, 3, enfin voilà, pas à fond non plus. Vous savez qu'il existe aussi maintenant une formation pour patients partenaires pour effectivement donner cours dans les formations à l'ULB, c'est même un certificat. Hein. Voilà. Et alors là, je vous tends une perche. À l'INALUX, nous avons un centre de formation continue et de recherche.
il est évident que voilà, nous avons répondu à Gianni Franco présent, même si nous avons eu des petits soucis informatiques pour lesquels je m'en excuse encore une fois d'ailleurs, mais qui nous a aussi permis d'avancer du coup. C'est qu'on est toujours ouvert à effectivement accompagner des projets de recherche ou accompagner des personnes à faire des formations continues. Voilà, je crois que c'est vraiment très important d'informer les gens dans ce contexte et de faire avancer la recherche pour pouvoir organiser aussi des formations bien adaptées à tout le monde. Voilà, ben, on restera en contact, j'espère. En tout cas, oui. Je remercie tout le monde pour les interventions de cette première partie. Christine, je vais arrêter tout de suite. Et je voudrais encore remercier Formanam qui est un accompagnement magnifique et pas que technique, mais technopédagogue. Et j'insiste vraiment sur ce mot parce qu'il nous accompagne dans beaucoup de projets comme celui-ci, mais également dans l'organisation et la pédagogie liée aux événements. Donc voilà, merci à tout le monde. Et un petit café. Christine, tu peux reprendre la main. Voilà, merci donc Madame Liès, merci Fabienne. Alors, je nous invite à toutes et tous à marquer une pause de 10 minutes avant d'entamer notre dernière session et de profiter de ce temps pour apprécier les œuvres de nos amis artistes peintres de l'EPLC qui ont été rassemblées par Madame Cécile Gigot. Donc, vous y verrez les œuvres de Monsieur Arnold Cherwanogora, Mesdames Marianne Dieck, Madame Cécile Gigot, Madame Carole Gutt et Madame Yvette Allais. Donc voilà, une belle découverte et une belle pause café. À tantôt.